Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Le débat sur les seuils d'immigration au Québec et au Canada, c'est vraiment sur un terrain miné, parce que rapidement, dès qu'on se met à parler de ça, ça bascule. Il y a des étiquettes, il peut y avoir des insultes, on peut très rapidement se faire taxer d'intolérant, de raciste, de xénophobe. Ça devient très compliqué alors que c'est vraiment un sujet sérieux. On va en parler avec Rémi aujourd'hui, Rémi Villemur. On va analyser tout ça en fait. On va revenir sur des propos d'une élue européenne, Manon Aubry, qui a affirmé que l'on ne peut chiffrer les entrées en France car c'est notre humanité qui commande. Manon Aubry, là, qui est de la France insoumise, de la gauche radicale. On va en parler avec Rémi. Salut! Salut Karima. Effectivement, des fois, ce sont des affirmations qui nous viennent de l'extérieur, qui nous permettent de mieux comprendre certains débats qu'on peine à amorcer et à entamer vraiment ici, parce que c'est relativement nouveau au Québec et au Canada qu'on parle d'immigration. Écoute, au Canada anglais, je pense que ça date de l'été dernier. Avant, on n'avait jamais parlé d'immigration au Canada anglais. Le Québec, ça fait quelques années déjà, mais en France, là, vraiment, c'est un débat qu'on a entamé il y a longtemps. Et donc, cette phrase-là de Manon Aubry, à mon avis, permet de mieux comprendre pourquoi ici, on entend souvent des phrases dans le genre le débat autour des seuils, c'est un débat vide. Moi, j'ai entendu ça à Radio-Canada, Dimitri Soudas, la semaine dernière, dire ça, qui est pourtant un conservateur. On entend des fois, derrière les chiffres, il y a des vies, il y a des parcours. Effectivement, c'est vrai. C'est assez banal, mais c'est une façon de nous dire, arrêtez de parler des seuils, parce que là, on oublie que derrière les chiffres, il y a une humanité. Cette même humanité qui commande, finalement, selon Manon Aubry, les entrées en France. On entend aussi les chiffres déshumanisent. Alors même, Karima, que pendant la COVID, on a comptabilisé les morts, on comptabilise les places en garderie, on comptabilise les féminicides, on comptabilise les chambres d'hôpitaux, les maisons des aînés, les morts par surdose. On peut comptabiliser un tas de choses. Ça s'appelle faire de la politique. Mais l'immigration, c'est comme pas un sujet politique au Québec. Ça commence à en être un, et comme tu viens de le dire, c'est miné. Assez rapidement, on se fait dire, attendez une minute, là, vous êtes fermé, ou alors vous n'êtes pas sensible à ce que vivent les gens à l'extérieur. Mais pourtant, c'est un sujet politique, même si à chaque fois qu'on en parle, on commence par dire, on ne parle pas des immigrants, on ne parle pas de l'immigrant, on parle des politiques d'immigration. Et c'est assez dommage parce que pendant ce temps-là, pendant qu'on se soumet, ou alors peut-être pas qu'on se soumet, mais qu'on se laisse intimider par un certain discours médiatique, les problèmes qui sont liés aux politiques d'immigration et non aux immigrants, ils s'enveniment, ils s'aggravent. Et les conséquences s'aggravent également. La crise du logement, la crise dans les services sociaux, les écoles, les hôpitaux. On parle aussi du bien-être social, de l'aide à l'emploi. Donc, pendant ce temps-là, ça s'envenime, ça s'aggrave. Et c'est dommage parce que, franchement, je pense qu'on est capable de tenir ce débat-là au Québec. On est capable de le tenir ailleurs. Et ça se fait, évidemment, comme tu viens de le dire, encore sur un territoire miné, sur un terrain miné. Ça se fait avec des risques, des périls. Mais ça prend du courage. Du courage, un mot qui n'est pas vraiment à la mode. Oui, ça, tu fais bien de le souligner, tu as raison. Et c'est particulier de se dire qu'aujourd'hui, le courage, c'est même pas juste dans l'action, c'est le courage de nommer des choses. On est rendu à cette étape quand même, je trouve, dans notre société où parler est un exercice qui peut être compromettant. C'est quand même assez incroyable. Parlez pas pour dire tu sais, pas pour être dans des discours là, de haine ou des choses comme ça. On parle de faire des constats. D'ailleurs, le premier ministre François Legault en fait. Tu as mentionné qu'au Canada, il n'en parlait pas à une certaine période, puis maintenant, ils en parlent. C'est qu'à un moment donné aussi, je pense que les gens constatent des choses et ce n'est pas de stigmatiser. Au contraire, j'ai l'impression que quand on ne s'occupe pas de ces affaires, ça peut au contraire encourager des perceptions négatives. On a parlé, par exemple, sur l'immigration. Quand l'intégration se fait bien,
quand il y a justement le flux migratoire qui est contrôlé, c'est-à-dire que oui, vous allez avoir des demandeurs d'asile, vous allez avoir des migrations économiques. Quand c'est contrôlé, qu'il y a une intégration, ben ça se passe bien. Quand tout ça est déréglé, ça se passe mal. Donc oui, il peut avoir après des perceptions négatives. Et qui va être responsable de ça? Mais ce sont les politiciens qui sont responsables de créer ce climat-là aussi. Donc fermer les yeux, c'est pas faire un acte de bienveillance, c'est au contraire encourager, je pense, la frustration et encourager au contraire cette division qu'on veut éviter. Oui, tu as raison. Puis tu parles de courage. Donc, nommer les choses, ça veut dire être courageux. Mais pour une autre partie, disons, de l'élite médiatique, nommer les choses, ça veut dire être un radical. Donc, ça dépend. On se trouve courageux des fois de dire les choses telles qu'elles le sont, telles qu'on les observe. Mais pour d'autres personnes, ça veut dire qu'on dépasse les bornes. Moi, j'entendais cette semaine quelqu'un sur une station d'État, donc je la nomme pas, mais je pense qu'elle va se reconnaître, dire François Legault parle d'immigration pour satisfaire sa base. Et évidemment, la personne disait ça avec un peu de dédain dans le visage. Mais tu as envie de te dire, mais êtes-vous démocrate, mademoiselle ou monsieur? Puisque c'est un petit peu ça le but là, quand on fait de la politique. C'est-à-dire que vous regardez ce que la population demande, vous observez, vous prenez en considération les préoccupations de la population et vous agissez. Mais pourquoi ce dédain dans ce visage-là pendant que quelqu'un s'occupe d'une préoccupation de la population? C'est très, très, très inquiétant. Donc, il faudrait suivre un certain livre des règlements, puis c'est plus un livre des mœurs, des mœurs contemporaines. Il faudrait agir selon, c'est ça, exactement, c'est quasiment une catéchèse. Mais c'est absolument, il faut, puis de suivre la préoccupation de la population, c'est être courageux. Écoutez, faisons preuve de courage, soyons courageux. Ouais, c'est, en tout cas, je trouve ça dommage parce qu'au final, on est en train de créer, quand on a des discussions comme ça, je trouve, tu sais, ça devient tellement binaire, on crée justement ce sentiment, je vous dirais, d'ennemi, d'un côté, les méchants, ça devient tellement pathétique, on n'est comme pas capable d'avoir une discussion mature, un débat mature, d'agir de façon mature, c'est incompréhensible. Et maintenant, tu nous parles aussi, Rémi, tu voulais nous parler de la Banque du développement du Canada qui a décidé d'investir 250 millions de dollars dans l'entrepreneuriat inclusif. De casser. De casser. Écoute, premièrement, tu as bien fait de mettre l'emphase sur la somme parce que des fois, on voit ça passer 1 milliard, 2 milliards. 250 millions de dollars, là, c'est beaucoup d'argent. Il y a des gens qui valent 250 millions de dollars, là, puis c'est des héritages, des familles. Écoute, c'est beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Et donc, ça, c'est pour l'entrepreneuriat inclusif. Qui dit inclusif dit bien, dit moralement positif. Mais qu'est-ce que ça veut dire là, exactement dans ce programme-là? On vise 3 groupes de population. On vise les femmes, les Autochtones et les Noirs. Donc là, tu as envie de te dire, et les Chinois, et les Arabes, et les Latinos, et les handicapés, et les aveugles, et les nains. En fait, on a compris le principe, la liste est interminable. On n'inclut pas vraiment tout le monde, finalement. C'est pas très, très inclusif. Ça a plus l'air d'un entrepreneuriat exclusif, parce qu'on voit même pas les Blancs non plus là-dedans. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, finalement, c'est parce qu'on est rendu là, on est obligé de faire ça, parce qu'on a essayé les approches dites universelles, et ça ne fonctionne pas. Donc là, 2 choses. J'ai envie de te dire, c'est quand même un plaidoyer assez téméraire, pour ne pas dire exagérément audacieux, que de dire que l'universalisme ne fonctionne pas. Cette idée selon laquelle on est tous des êtres humains, la couleur de la peau est un détail, puisqu'on se regroupe autour de la culture. Et ça ne fonctionne pas. Donc c'est assez grave d'avancer une chose pareille. Deuxième chose, j'ai envie de te dire, mais est-ce qu'on n'est pas en train de nier un peu la réalité? C'est-à-dire que là, on se dit, on a essayé par tous les moyens de faire en sorte que les Autochtones soient autant des entrepreneurs que, par exemple, les gens, les Caucasiens. Et ça ne fonctionne pas. Mais est-ce que ça se pourrait que, par exemple, les Autochtones soient moins tentés par l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est possible, ça? On regarde, par exemple, on a tout fait pour inclure plus de femmes dans les programmes d'ingénierie dans les universités et ça ne fonctionne pas. Ça ne les intéresse pas. Ou alors, ça les intéresse moins. Et même si on refait les programmes, si on essaie de tout faire en sorte pour les attirer, ça les intéresse moins que, par exemple, l'éducation ou la médecine, où elles sont majoritaires, ou le droit, où elles sont majoritaires dans certains départements. Donc là, on essaie de nous gaver d'une idéologie. Ça fonctionne pas. Donc, de l'argent. C'est un peu ridicule, honnêtement. Là. Puis cet argent-là, j'ai bien hâte de voir comment ils vont distribuer. Ils disent il suffit de revendiquer, en fait, le fait d'être noir, d'être une femme ou d'être autochtone. J'ai l'impression qu'on ouvre la porte à un petit peu de fraude aussi. Là. En fait, moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est sur la question de l'entrepreneuriat inclusif, le mot inclusif. Parce que, tu sais, évidemment,
n'importe qui, là, le commun des mortels va dire inclusif, ben oui, c'est beau, c'est positif, mais au fond, c'est quoi? On compartimente la société, on entre dans des cases, et tu l'as mentionné, en quoi finalement c'est inclusif de séparer, de dire finalement, là, il y a seulement 3 groupes. Donc, il y a combien finalement de compartimentage, là, tu me pardonneras l'expression, dans notre société? Et est-ce à dire on va être assigné, comme on dit, à résidence identitaire pour le reste de notre vie? Donc oui, c'est cette idée de dire, regarde, on veut essayer d'aider des gens qui ont peut-être plus de mal à aller chercher du financement pour des trucs ou quoi que ce soit, on peut comprendre ça, mais je trouve que cette espèce de séparation en fonction de la couleur de peau, en fonction finalement de, tu sais, on retourne même à quelque chose de pardonne-moi, là, mais de comme racial, d'ethnique, je trouve que c'est dangereux finalement, parce que autant on a voulu se dire que, bon, oui, on a des particularités, on a des parcours, on a des passés différents, on peut avoir des difficultés différentes, mais on est tous, comme tu dis, égaux. Et je trouve que là, c'est une forme de recul en arrière, de nous réassigner finalement à ce qui coule dans nos veines, puis à notre couleur de peau. Ben exactement, parce que la solution, OK, et ça peut prendre du temps, je ne dis pas que ça marche à 100% toujours de cette façon, c'est l'universalisme. Parce que l'envers de l'universalisme, c'est le racisme, et en attendant, c'est son espèce de disciple inavoué qui est le racialisme. Et ça, c'est ce qu'on voit, le racialisme. On dit, ben, vous êtes un noir, vous êtes un autochtone, venez. Et on n'arrête pas de dire qu'il n'y a pas d'inconvénient à la discrimination positive, mais ça ne s'appelle pas de la discrimination pour rien. Et d'ailleurs, ils ont changé le terme pour action positive. Là, j'ai vu ça de plus en plus dans les médias. Prenons l'exemple, là, dans des universités aux États-Unis, il y a eu une loi. La Cour suprême avait rendu maintenant illégale la discrimination positive. Et là, ça avait été critiqué par des groupes de gauche aux États-Unis qui disaient, ben voyons donc, c'était positif. On voulait faire en sorte qu'il y ait plus de Noirs qu'à l'université. Oui. Mais pour faire en sorte qu'il y avait plus de Noirs à l'université, il y avait de moins en moins d'Asiatiques qui étaient admis. Parce qu'on disait, les Asiatiques font partie de cette espèce de majorité chérie, cette majorité que... Mais non, ils ne font pas partie d'une majorité, ils sont juste extrêmement doués à l'école, c'est tout. Et donc, il y avait de moins en moins d'Asiatiques qui étaient admis, même s'ils avaient des résultats largement supérieurs aux Blancs et aux Noirs également. Donc, il y a ça aussi. Si vous êtes un Asiatique et que vous voulez de l'argent, là, vous appelez la banque, là, il y a toutes sortes de banques qui offrent des programmes pareils. La RBC, c'est pareil, la Banque Scotia. Mais là, vous allez vous faire dire, ouais, mais là, c'est parce que c'est ça, il faut avantager plutôt les groupes minoritaires. Je me dis, mais attendez une minute, moi, je veux dire, j'ai une excellente idée, ça marche, ça fonctionne, j'ai la marge de crédit, s'il vous plaît. Non, il faut absolument. Donc, c'est de l'idéologie. Ben, c'est vraiment dommage parce que c'est du racisme. C'est pas autre chose que ça. C'est du racisme. C'est du compartimentage. Je vais te donner cette expression-là, je pense. Oui, mais je trouve quand même que en tout cas, les tenants de cette idéologie ont gagné, si vous voulez, sur la guerre du vocabulaire. Parce que d'appeler ça l'entrepreneuriat inclusif, comme je disais, ça, c'est un beau mot. Tout le monde est entrepreneuriat inclusif. Qui peut être contre ça? Mais on ne devrait pas appeler ça comme ça. C'est ça, on ne devrait pas appeler ça comme ça. C'est plutôt de l'entrepreneuriat racialiste. Et en fonction de cette idéologie, quand je dis raciale, c'est dans l'idéologie. Donc, peut-être que cette année, vous allez favoriser, comme là, ça disait... autochtones, noirs, ben peut-être une année, ça va être quoi? Les populations issues du bassin nord-africain. Donc, on est, encore une fois, donc de parler d'inclusif, je trouve que c'est de s'approprier un beau mot, une belle intention, mais dans la réalité, c'est plutôt l'inverse. On fracture encore plus la société. Et je trouve que c'est dangereux de faire ça, de retourner justement à ces idées, alors qu'on a tout fait pour essayer de sortir de ça, de ce racialisme, et on revient à ça. Franchement, j'ai vraiment l'impression qu'on revient en arrière. Oui, puis on parlait il y a 2 jours de racisme environnemental et de cette idée selon laquelle la gauche ne définit pas les termes. Eh bien, on le constate encore une fois avec cette nouvelle-là, parce que là, on nous parle d'inclusion. Qui dit inclusion dit diversité, dit minorité, mais la femme n'est pas une minorité dans la société québécoise. Là. Il y a plus de femmes que d'hommes. Moi, j'essaie des fois de regarder les offres d'emploi pour comprendre le monde. Là. Et dans le milieu collégial, si vous voulez appliquer, on vous dit, est-ce que vous êtes une femme ou est-ce que vous êtes un homme? Puis là, vous cliquez, pourquoi vous me posez cette question-là? Puis on nous dit, c'est parce qu'on essaie de favoriser les minorités. Mais il y a 60% de femmes dans le corps enseignant collégial au Québec. Je veux dire, c'est à la limite, là, je veux dire, si vous voulez faire de la discrimination positive, il va falloir demander si vous êtes un homme ou une femme. Donc là, on a perdu un peu la carte, on ne comprend pas. Et il y a une personne, enfin un groupe de personnes qui constitue la majorité, même si elle n'est pas majoritaire au Québec, c'est l'homme blanc, hétérosexuel.
Mais ça, vraiment, il faudrait refaire un recensement de ça. Là. Vous allez arriver à 30-35% là, de la population. Là. C'est une minorité d'une certaine façon. Mais moi, je ne m'approprierai pas ce débat-là. Je trouve que ça mène à rien. Et il est là le défi. Parce que quand il y a la guerre du vocabulaire et qu'une certaine gauche joue en bas de la ceinture, ben, la tentation est forte de l'autre côté de jouer pareil, mais il faut faire preuve de noblesse. Mais ça, c'est difficile parce que souvent, ça veut dire perdre le combat, perdre la bataille. Mais bon, c'est plus noble. Rémi Villemur, merci. Merci à toi, Karima.